Oubliez-moi, mais voici les faits. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema a opéré l'année passée ce qu'on appelle une révolution de palais. C'est-à-dire qu'il fait partie du sérail du parti néocolonial, le PDG, parti soi-disant démocratique gabonais, qui a imposé à la tête du Gabon, successivement, M. Léomba et par la suite Albert Bongo, qui devait s'appeler plus tard Omar Bongo. Et après Omar Bongo, le fils d'Omar Bongo, le patron de Brice Clotaire Oligui Nguema, Ali Bongo Ondimba, toute la lignée des chefs d'État que le Gabon a connus depuis 1960 a été entièrement imposée par le colonialisme et le néocolonialisme français. Ils n'ont pas été librement choisis par les Gabonaises et les Gabonais. Ça, c'est le premier point. Le Gabon n'est pas sorti de l'emprise du néocolonialisme français. Ma tête peut ne pas vous plaire. Ma barbe grisonnante, ma casquette ou mes lunettes peuvent vous choquer. Mais cela ne change pas le constat. C'est un constat factuel. C'est un constat phénoménologique. C'est un constat incontestable. C'est la France de De Gaulle et Focard qui a imposé à Léomba. Quand les révolutionnaires panafricanistes gabonais ont voulu redresser le tir, c'est la France coloniale et néocoloniale qui a combattu pour sauver le régime de Léomba et le restaurer au pouvoir. Deuxièmement, c'est aussi en France que la passation de service entre Léomba, serviteur du colonialisme et du néocolonialisme français, et Albert Bongo, c'est comme ça qu'il s'appelait avant sa conversion à l'islam, à partir de laquelle il devait s'appeler Omar Bongo, c'est en France, ici à Paris, que la passation de service entre Léomba, qui était en train de mourir d'un cancer, et Albert, qui devait devenir Omar Bongo, a eu lieu. Quand Omar Bongo est décédé, tout le monde a vu son fils braquer, son fils Ali Bongo braquer le pouvoir, frauder successivement les élections, jusqu'à la dernière fraude électorale où il a été battu à plate couture par le professeur Ondo Ossa. Et pour empêcher que le pouvoir aille vers quelqu'un qui avait été choisi par le peuple gabonais, le néocolonialisme français a suscité le général Dansoman de Libreville, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour truander la victoire du peuple gabonais, incarné dans le candidat Ondo Ossa, et en même temps assurer la continuité du régime néocolonial, qui avait été incarné par Léomba, Omar Bongo et Ali Bongo. Ça, c'est un fait que les Gabonaises et les Gabonais qui ne sont pas d'accord avec moi ne peuvent pas contester. Maintenant, deuxième chose, pourquoi je l'ai appelé le général Dansoman de Libreville? Parce que le seul fait par lequel le général Brice Clotaire Oligui Nguema s'est fait remarquer au Gabon, c'est le fait qu'il danse à tout bout de champ. Mais pourquoi danse-t-il à tout bout de champ? Pourquoi est-il un obsédé de la danse spectaculaire? Mais parce qu'en fait, c'est sa seule façon d'exister, puisqu'il n'a pas été régulièrement élu. Il a organisé une pour-élection. Il a éliminé les principaux candidats de l'opposition, notamment celui qui avait battu Ali Bongo aux élections. Il l'a éliminé. Et il a organisé un machin qu'il appelle élection. Pour qu'il existe donc, il a besoin de faire quelque chose, comme sauter en parachute pour arriver au stade pendant la campagne électorale. Il a besoin de faire quelque chose comme danser tout le temps, à tous les rythmes, s'endiabler, pour essayer d'occuper un espace qui n'est pas son espace légitime. Ça, c'est la deuxième vérité. Qu'il soit dansoman, il n'y a aucun doute, c'est ce qu'il est. J'ai dit une troisième vérité sur Oligui Nguema. J'ai dit que c'était un chef d'État qui, en raison de son inconsistance du point de vue de la légitimité, ne pouvait pas être comparé aux putschistes révolutionnaires ouest-africains. Le général d'armée Assimi Goïta, à la tête de la République du Mali, le capitaine Ibrahim Traoré à la tête du Burkina Faso, le général d'armée Abdourahmane Tiani à la tête du Niger, ne sont pas comparables à Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que eux,
Ils ont perpétré des coups d'État révolutionnaires, c'est-à-dire en faveur des intérêts populaires et dans une perspective panafricaniste. Il y a deux sortes de coups d'État. Il y a les coups d'État néocolonialistes, qu'on appelle encore des révolutions de palais ou des coups d'État réactionnaires. C'est ce que Oligui Nguema a fait à Libreville et c'est ce que Mamadi Doumbouya a fait en Guinée-Conakry. Et il y a les coups d'État révolutionnaires, ceux qui sont faits pour épouser les aspirations profondes du peuple et faire avancer le processus d'émancipation du peuple africain. Ça, c'est ce qu'ont fait les dirigeants de l'AES. Voilà pourquoi on ne peut pas comparer un putschiste néocolonialiste adoubé par le néocolonialisme français, l'impérialisme occidental, Oligui Nguema, avec des dirigeants révolutionnaires ouest-africains qui marchent dans les pas des plus grands Africains de l'histoire. Ça, c'est la troisième vérité. Que cela vous plaise ou pas. D'accord? Maintenant, quatrième vérité. Oligui Nguema, conscient de son illégitimité, conscient de son déficit de légitimité et de son incapacité à libérer le Gabon du colonialisme, du néocolonialisme français occidental. Il a décidé d'explorer une fibre que beaucoup de chefs d'État fantoches à travers l'histoire ont toujours utilisée. C'est la fibre de la xénophobie contre les Africains. Les Gabonaises et les Gabonais n'expliqueront jamais comment un Africain, un chef d'État africain, peut faire payer presque 1 million de francs CFA de cartes de séjour à des citoyens africains qui vivent dans son pays, alors qu'il fait payer à peine 150 euros, à peine 100 000 ou 150 000 francs CFA aux citoyens européens qui vivent sur son sol. Et il n'y a aucune justification possible à une telle politique, si ce n'est l'envie de flatter les bas instincts de son peuple afin de faire oublier son illégitimité structurelle. Ça, c'est la quatrième vérité que j'ai dite sur les Guingues. Vous montez, vous descendez, c'est vrai. Que ma tête vous plaise ou vous déplaise, c'est vrai. Et je dis une cinquième vérité. La révolution gabonaise est bloquée. La lutte du peuple gabonais pour accéder à sa véritable souveraineté, à sa véritable indépendance, pour le moment, elle est suspendue parce qu'elle a été détournée par ce général Dansoman, avec le soutien de ses maîtres néocoloniaux français, qui l'ont présenté dans leur presse de la France-Afrique comme un putschiste bon teint. La révolution gabonaise est pour le moment suspendue et elle s'embrasera avec toute l'Afrique centrale. Bon, voilà la vérité. Prenez ça, allez donner au général Dansoman de Libreville, Brice Clotaire Oligui Nguema. Dites-lui que les analystes politiques sérieux ne prennent pas au sérieux un pouvoir superficiel. Il est incapable de remettre en cause la capture de l'économie gabonaise depuis 1960 par les multinationales françaises et occidentales. Il est incapable de remettre en cause la pauvreté crasse dans laquelle un peuple d'à peine 2,5 millions habitants est encore maintenu. Parce qu'il a été incapable, lui comme ses prédécesseurs, d'engager les décisions qui vont permettre l'industrialisation réelle du pays. Il est incapable. Il est incapable de faire participer le Gabon à la plus grande bataille du continent africain aujourd'hui, la bataille de la souveraineté. Voilà pourquoi Oligui Nguema court essentiellement derrière les dictateurs, les pires dictateurs africains. Ses meilleurs conseillers sont les gros dictateurs d'Afrique centrale, en commençant par Biya au Cameroun, Sassou au Congo, Obiangema en Guinée équatoriale. Voilà ses grands conseillers. Et en Afrique de l'Ouest, son papa, celui qui lui donne des conseils, c'est le pire des dirigeants politiques ouest-africains, le plus détesté d'Afrique, Alassane Dramane Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou, pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de pouvoir troubler l'Afrique avant d'être bientôt dégagé. Donc, dites à M. Oligui Nguema que là où ma critique l'a situé, là, dans le domaine de définition mathématico-politique où je l'ai situé, il ne peut pas sortir de là sans avoir été clairement reconnu comme une imposture incarnée, un ennemi du peuple africain. Et en ce sens, il doit être combattu comme tel. Voilà tout ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit, c'est en faveur du peuple gabonais. Qu'Oligui Nguema méprise, qu'il manipule. Le peuple gabonais, qu'Oligui Nguema va enfoncer dans la misère.
entretenir dans la misère. Parce que de toute façon, le pouvoir lui est tombé dessus comme un accident. Le pouvoir lui est tombé dessus comme les mangues tombent en saison sèche, en saison pluvieuse, par grand vent en Afrique centrale. Oligui Nguema est exactement ce qu'on appelle un parvenu politique. Un parvenu politique. Vous avez compris? C'est ce qu'il est. Alors, merci aux partisans de Brice Clotaire Oligui Nguema de partager cette vidéo. Je leur demande de parler de cette vidéo pendant 3 mois. Tous les partisans de Brice Clotaire Oligui Nguema, vous devez commenter cette vidéo pendant 3 mois. C'est un devoir que le professeur de l'Afrique des libertés vous donne. C'est un ordre. Je veux les commentaires. Allumez vos caméras, parlez. Mais revenez bien sur les 5 arguments et essayez de prouver que c'est le contraire. Si vous voulez avoir une quelconque considération intellectuelle, revenez sur les arguments que j'ai donnés. J'en ai donné 5. Maintenant, je vois quelqu'un qui écrit le Gabon au Gabonais. Qu'est-ce que ça veut dire le Gabon au Gabonais? Stéphane Soares, est-ce que c'est vous qui avez tracé les frontières du Gabon? Les frontières du Gabon actuel ont été tracées par les néocolons français, par les colons français, par les colons belges, par les colons britanniques, par les colons allemands. Les frontières que nous avons actuellement sont héritées de la colonisation. Un Gabonais qui rentre dans le slogan lepénien, le Gabon au Gabonais, marque par là son ignorance de l'histoire des frontières coloniales et son ignorance de l'histoire du panafricanisme, véritable doctrine de libération du continent. Il faut que les Gabonaises et les Gabonais apprennent à se regarder tous comme des Africains. Quelles que soient les frontières dans lesquelles nous sommes nés, nous sommes le même peuple africain. Étudiez sérieusement Cheikh Anta Diop. Étudiez sérieusement Théophile Obenga. Étudiez sérieusement un savant gabonais que vous avez, qui d'ailleurs fait preuve d'une certaine écoute et d'une certaine complaisance envers le pouvoir Oligui Nguema, mais qui n'est pas lu par les oliguistes. Étudiez les travaux du professeur Grégoire Biyogo, qui est l'un des plus grands théoriciens du panafricanisme intégral. On ne peut pas, comme certains d'entre vous, être fier de Grégoire Biyogo, qui est l'un des plus grands contributeurs, un savant africaniste, et théoriser la préférence nationale au Gabon. Ce n'est pas possible. Sur la place de Paris, ici, Grégoire Biyogo, qui est l'un des plus brillants intellectuels que le Gabon ait connu, est connu pour sa contribution aux sciences humaines africaines. Vous ne pouvez pas vous revendiquer de Grégoire Biyogo, vous ne pouvez pas vous revendiquer de Pierre Claver à Kendenge, vous ne pouvez pas vous revendiquer des grands Gabonais de l'histoire, vous ne pouvez pas vous revendiquer des grands Gabonais de l'histoire qui étaient aussi et qui sont aussi des grands Africains de l'histoire, et vous tenir devant les gens et parler du Gabon au Gabonais. Qu'est-ce que ça veut dire le Gabon au Gabonais? Combien êtes-vous? D'abord, pour prétendre que vous pouvez même aujourd'hui faire face aux défis de la transformation réelle de ce pays. Il faut qu'au Cameroun, au Gabon, au Congo, partout, la conscience panafricaine prime. Aucun pays africain ne va pouvoir se développer harmonieusement si ses citoyens ne se considèrent pas comme le même peuple africain et ne créent pas des synergies de co-développement sous-régional, de co-développement continental, afin que nous allions vers une grande puissance en Afrique centrale comparable à la grande puissance qui émerge aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest émerge aujourd'hui l'Alliance des États du Sahel. Elle transcende les frontières coloniales imposées par les Français. Elle transcende ces frontières coloniales pour constituer la confédération de l'Alliance des États du Sahel. L'AES est une puissance qui monte. L'Afrique centrale a besoin de citoyens capables de concevoir la grande puissance d'Afrique centrale. L'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC. C'est à ce niveau qu'on attend l'intelligence, l'intelligentsia africaine en général, l'intelligentsia d'Afrique centrale en particulier, l'intelligentsia gabonaise. En le disant, je n'ai pas voulu dire que les Africains originaires des autres pays doivent venir dominer les natifs du Gabon chez eux. Je suis aussi opposé au principe de domination, au principe d'invasion et d'écrasement. J'y suis tout naturellement opposé. Mais il ne faut pas que ceux qui sont au pouvoir au Gabon vous fassent croire que vous n'avez pas besoin des Africains. Vous, les Gabonaises et les Gabonais. Vous êtes nombreux en Afrique.
Vous êtes remplis au Sénégal. Vous êtes remplis au Mali pour vos études. Vous êtes remplis en France. Vous êtes remplis au Maroc. Vous êtes remplis en Côte d'Ivoire. Vous, les Gabonais, là. Vous êtes remplis chez les autres. Votre élite se forme à travers l'Afrique depuis plusieurs décennies. Et les conditions consulaires que le régime du Gabon est en train de faire aux Africains au Gabon, il n'y a aucun autre pays africain qui traite les Gabonais de cette façon. Faites très attention. Parce que si les pays africains opposent à Oligui Nguema une politique comparable, le Gabon va se retrouver incapable de recevoir un seul atterrissage d'avion, si ce n'est en passant par l'océan Atlantique. Rien que si on applique votre logique là, dans le domaine simplement aérien, vous redevenez un village de brousse perdue. On applique votre logique dans le domaine des échanges commerciaux, vous redevenez un village perdu. Il n'y a pas de Gabon sans l'Afrique. Il n'y a pas d'Afrique sans le Gabon. Le Gabon est africain. Tout pays africain ne s'épanouit qu'en devenant un grand état d'intégration panafricaine. Voilà la vision. Et ce n'est pas Oligui Nguema qui peut la porter parce qu'il est chargé de vous flatter, de vous donner l'impression, il est chargé de vous donner l'impression que lui, il va protéger vos intérêts contre vos frères africains. Alors que un véritable dirigeant africain doit protéger les intérêts de son peuple en rappelant à son peuple ses devoirs et ses obligations comme peuple africain. Si nous, les lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, arrivons au pouvoir au Cameroun, nous serons une force d'intégration africaine. Nous allons aider à faire respecter les autochtones gabonais par les allochtones africains. Mais nous allons aussi aider à provoquer un co-développement intégral de la région d'Afrique centrale, de telle façon qu'il n'y ait plus de querelles stupides, des querelles pour se disputer des petits morceaux de terre, alors que l'Afrique est sous-peuplée et que nous avons des millions de kilomètres carrés sous-exploités dans tout le continent africain. Donc écrivez ceci et dites cela au Oligui Nguema. Quand vous ne serez plus président, c'est parce que le Gabon espère avoir un président qui aura la conscience et la dimension panafricaine. Pas un petit esprit qui entretient le chauvinisme, qui entretient la xénophobie pour essayer de se donner du contenu, parce qu'il sait qu'il n'a pas porté la révolution de son peuple et surtout qu'il n'a pas été régulièrement installé au pouvoir. Chers spectateurs, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'analyse politique. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un sujet qui secoue l'actualité africaine. Les critiques du professeur Franklin Nyamsi, intellectuel camerounais et figure panafricaniste à l'encontre du président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Pourquoi ces attaques? Quelles en sont les motivations profondes? Ont-elles un fondement réel ou révèlent-elles d'une stratégie personnelle? Et surtout, quelles implications ces prises de position peuvent-elles avoir sur l'avenir du Gabon et sur la perception des mouvements panafricanistes? Dans cette vidéo, nous allons déconstruire, analyser et replacer dans leur contexte ces critiques, en allant au-delà des polémiques pour comprendre les enjeux politiques, sociaux et médiatiques qu'elles soulèvent. Franklin Nyamsi est un universitaire camerounais, professeur agrégé de philosophie. Connu pour ses prises de position tranchées et son style oratoire flamboyant, il s'est imposé comme une voix incontournable dans le débat panafricaniste contemporain. Sa notoriété repose moins sur ses travaux académiques que sur son engagement politique, souvent très critique envers les régimes africains considérés comme autoritaires. Il a notamment soutenu des figures comme Guillaume Soro en Côte d'Ivoire et s'est construit une image d'intellectuel engagé, prêt à dénoncer ce qu'il appelle les dictatures africaines. Sa méthode repose sur l'usage des réseaux sociaux, la parole libre et un ton polémique. Nyamsi ne cherche pas à ménager ses interlocuteurs. Au contraire, il frappe fort avec un vocabulaire parfois jugé insultant. Mais cette posture interroge. Est-il un penseur cohérent et constant ou un orateur qui adapte son discours à ses intérêts du moment? Pour comprendre ces attaques, il faut revenir au contexte gabonais. En août 2023, un coup d'État militaire met fin à plus de 55 ans de règne de la famille Bongo.
Le général Brice Oligui Nguema, chef de la garde républicaine, prend le pouvoir. Cet événement est accueilli avec soulagement par une partie de la population, mais il suscite aussi des inquiétudes. S'agit-il d'une véritable transition démocratique ou du début d'un nouveau cycle autoritaire? En 2025, Oligui Nguema est élu président, marquant une nouvelle étape de la vie politique gabonaise. Mais cette élection reste controversée. Certains y voient une légitimation du pouvoir militaire, d'autres un pas vers la stabilité. C'est dans ce climat ambigu que Franklin Nyamsi intervient. Ses critiques sont multiples. D'abord, il dénonce un manque de légitimité démocratique. Selon lui, un militaire arrivé au pouvoir par un coup d'État ne peut pas se présenter comme un champion de la démocratie. Ensuite, il pointe un autoritarisme latent, centralisation du pouvoir, absence de contre-pouvoir effectif, contrôle de la communication politique. Il accuse aussi Oligui Nguema de pratiquer un panafricanisme de façade, un discours séduisant, mais sans acte concret en faveur de l'émancipation réelle de l'Afrique. Enfin, il reproche au président gabonais une hypocrisie, un double discours qui séduit les foules par un patriotisme affiché tout en perpétuant des pratiques érigées des anciens régimes. Ce qui frappe dans ses interventions, c'est le ton virulent. Nyamsi n'adopte pas une critique académique, mais une attaque frontale, parfois avec des mots jugés insultants. D'où une question, cherche-t-il avant tout à convaincre ou à provoquer? Cette bataille s'inscrit aussi dans une logique de mise en scène politique et médiatique. Franklin Nyamsi utilise YouTube, Facebook et d'autres plateformes comme Tribune. Il dramatise, exagère, cherche à capter l'attention. Ces vidéos deviennent virales, nourrissant débats et polémiques. De son côté, Oligui Nguema met en avant une image de militaire patriote, parle d'unité nationale et affiche ses réformes. On assiste à une véritable guerre d'images. Nyamsi accuse, Oligui Nguema communique et le peuple observe. Mais dans ce jeu, la véritable ou vérité politique se dilue parfois dans le spectacle. L'analyse critique de cette situation révèle une tension. Nyamsi est-il un panafricaniste cohérent ou opportuniste? Beaucoup l'accusent de pratiquer un panafricanisme à géométrie variable, parfois cibler le Gabon avec autant de virulence. Pourquoi plutôt cibler le Gabon avec autant de virulence alors qu'il reste relativement discret sur son propre pays, le Cameroun, où Paul Biya règne depuis plus de 40 ans? Cette sélectivité nourrit des soupçons. Agit-il par conviction ou par calcul stratégique? Veut-il se positionner comme un influenceur politique continental, quitte à choisir ses cibles selon ses intérêts? Mais il faut aussi le reconnaître que certaines critiques de Nyamsi sont pertinentes. Le pouvoir militaire gabonais soulève de vraies questions démocratiques. Absence de contre-pouvoir, concentration de l'autorité, faible pluralisme politique. En ce sens, Nyamsi joue un rôle de voix discordante qui empêche un consensus aveugle et force le débat. Les réactions à ces propos sont contrastées. Au Gabon, beaucoup l'accusent d'ingérence et de ne pas respecter la souveraineté nationale. Parmi ses partisans, il est vu comme un intellectuel courageux qui ose dire ce que d'autres taisent. Dans la sphère panafricaine, ses interventions divisent. Certains louent sa combativité, d'autres dénoncent son style théâtral qui dessert parfois la cause panafricaniste. Mais quoi qu'il en soit, Nyamsi a réussi une chose, il ne laisse personne indifférent. Au-delà des polémiques, cette affaire met en lumière plusieurs enjeux. Premièrement, le besoin de débat réel en Afrique. La démocratie n'est pas seulement une affaire d'élection, mais aussi de pluralité des voix et de critiques
Deuxièmement, la fragilité des transitions militaires. Souvent accueillies comme une délivrance, elles peuvent rapidement basculer dans la reproduction de logiques autoritaires. Enfin, le rôle des intellectuels. Franklin Yamsi incarne cette parole critique indispensable, mais celle-ci doit être cohérente et constructive, faute de quoi elle risque de perdre sa crédibilité. Les critiques de Franklin Nyamsi contre Brice Oligui Nguema s'inscrivent dans une longue tradition d'intellectuels africains qui interpellent le pouvoir. Elles révèlent les tensions entre discours et pratique, entre images et réalité, entre idéal panafricain et contraintes politiques. Mais elles nous interrogent aussi sur la responsabilité des penseurs et influenceurs dans la construction du destin africain. Doivent-ils être des vigies qui a choqué ou des bâtisseurs cherchant des solutions? Le cas Nyamsi Oligui dépasse une querelle individuelle. C'est un miroir tendu à l'Afrique, une invitation à réfléchir sur la démocratie, les transitions et la place des voix critiques dans nos sociétés. Et vous, qu'en pensez-vous? Les critiques de Franklin Nyamsi sont-elles justifiées? Partagez vos avis dans les commentaires, abonnez-vous pour d'autres analyses et à très bientôt sur la chaîne.